Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue désormais dans votre nouvelle émission Enjeu, une émission que vous propose Canal Algérie en direct chaque mardi en première partie de soirée. Bienvenue dans cet espace dédié au débat, à l'analyse et à la confrontation des idées autour essentiellement de l'actualité politique internationale à travers chaque semaine une thématique. Et pour ce premier numéro, nous avons choisi d'évoquer les conséquences de la colonisation française sur le continent africain. Un thème peut-être plus lié à l'histoire, sauf que l'actualité s'y prête. Aujourd'hui, cette histoire semble se répéter et on le voit à travers la posture et le discours de certains politiques en France, mais aussi une certaine élite qui, en tentant de justifier l'échec de la France en Afrique, reproduit parfois instinctivement, d'une certaine manière, les mêmes usages coloniaux que leurs ancêtres. Leurs propos indignes frisent le mépris envers l'Afrique et les Africains. Nous allons ce soir tenter peut-être de répondre en évoquant les vrais impacts de cette colonisation en Afrique d'un point de vue politique, économique et même socio-culturel, les méfaits de cette domination française qui perdure dans divers domaines dont l'Afrique tente aujourd'hui de s'affranchir. Nous allons donc en débattre avec nos invités ce soir. À ma droite, on retrouve Redouane Khalif, politologue. Bonsoir. Bonsoir, merci. Kamel Mansari, journaliste, directeur de publication du Jeune Indépendant, consultant de Canal Algérie, est également notre invité. Bonsoir, Kamel. Bonsoir. Et pour nous aider à comprendre peut-être les enjeux de cette présence, cette domination française dans le continent et ses leviers sur le plan économique, est avec nous Mahfoud Kaoubi, économiste. Il est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, Mahfoud Kaoubi. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et pour enrichir le débat, nous a rejoint Prosper Gauthier-Zagré, universitaire, analyste et consultant, spécialiste en géopolitique et stratégie, qui est avec nous depuis Ouagadougou, la capitale burkinabé. Bonsoir, monsieur Zagré. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose, en guise de préambule, un rappel historique de cet héritage que nous a réellement légué à nous, Africains, la France, à travers plus d'un siècle de colonisation. La France qui tente aujourd'hui à nouveau de présenter cette colonisation comme étant une mission civilisatrice. Voici l'autopsie de cette colonisation française en Afrique dans ce sujet, signé Cheikh Ibn Zawi. Loin d'être un simple épisode de l'histoire, la colonisation française en Afrique n'est pas un simple chapitre du passé, mais une tragédie humaine aux séquelles encore visibles. Durant des décennies, sous prétexte d'une soi-disant mission civilisatrice, des millions de vies ont été brisées. Pillage des richesses, travail forcé, déplacements massifs, exactions, massacres, génocides, autant de pratiques qui ont décimé des populations entières et caractérisé le crime contre l'humanité. Dans les écoles, on imposait l'oubli des langues, des cultures, des croyances pour imposer celle de l'oppresseur. Dans les villages, toute révolte était réprimée dans le sang. Des millions d'êtres humains anonymes sacrifiés sur l'autel de l'avidité coloniale. Parmi les victimes de cette oppression, il y avait aussi ceux que l'on avait arrachés à leurs terres, à leurs familles pour combattre sous le drapeau français. Tirailleurs, soldats enrôlés de force, de la chair à canon sacrifiés sur le champ de bataille pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs. En contrepartie, ni reconnaissance, ni justice, seulement l'oubli et le mépris. Alors peut-on parler de passé ? La colonisation demeure une plaie ouverte, une injustice que les livres d'histoire ne sauraient réparer. Aujourd'hui encore, les frontières artificielles tracées par la France continuent de diviser des peuples, tandis que des accords économiques déséquilibrés perpétuent une forme de dépendance et les richesses du continent sont toujours soumises à la domination de l'ancien colonisateur. Aujourd'hui, le devoir de mémoire s'impose, car oublier serait trahir la mémoire de ceux qui ont souffert et de ceux qui ont été sacrifiés pour un empire qui les exploitait.
Se souvenir, c'est rendre hommage aux victimes, rétablir la dignité des peuples et surtout rappeler à la France qu'une prétendue civilisation construite sur la douleur des autres ne peut se revendiquer de grandeur. Alors on vient de le suivre, la colonisation a laissé des méfaits indélébiles dont les stigmates sont visibles à nos jours et pourtant on assiste aujourd'hui, messieurs, clairement à un discours de haine de certains politiques français et de leur relais, monsieur Khalif. Oui, bien sûr, toujours cet état d'esprit colonisateur ou colonial, toujours cette vision de protectorat. Tout ce qui a amené le colonialisme en Afrique, c'est la famine, un niveau d'instruction très bas, diriger, extraire ces populations colonialisées de leur identité, oui, de leur tradition, de leur culture, les formater, les reprogrammer avec des croyances transgénérationnelles dans un but de les exploiter, que ce soit économiquement ou socialement. On a vu les méfaits néfastes de la colonisation française sur l'Afrique, sur l'Algérie, qui est un grand exemple. Le préjudice moral est plus grave qu'autre préjudice causé par ce colonialisme. Et aujourd'hui, on a toujours, ou plutôt on subit toujours, ces tentatives de manipuler et l'opinion publique algérienne, surtout les jeunes, oui, qui sont pris à partie, et d'essayer de faire, ou plutôt de manipuler des leviers de pression, tels que les visas et oui, autres mécanismes pour influer sur les décideurs. Donc le but, c'est de créer cette collision entre la population et les institutions de l'État. Alors, Kamal Moussari, quand vous entendez ce discours de haine émanant de la France officielle, donc cette nouvelle posture de la France officielle, comment vous le percevez, vous en tant que spécialiste, vous suivez, observateur également de l'actualité? Ce que nous entendons aujourd'hui, la rhétorique est déployée en France sur les plateaux de télévision ou bien sur les médias, ou même sur les déclarations politiques. C'est un prolongement d'une idéologie vieille de plus de 200 ans. C'est-à-dire elle remonte au temps qui a été incarné par Jules Ferry, qui a dit que la France a le droit et l'obligation de civiliser les peuples barbares. Oui. Ça, c'est une citation qu'on lui a attribuée, qui vient de lui, et qui a été justement endossée par une classe politique raciste, parce que la France, à l'époque, et comme d'autres puissances de l'époque, ils ont conclu, ils ont arrivé à une idéologie de supériorité par rapport aux autres peuples. Donc lorsque les Français parlent de colonialisme, ils disent que nous sommes venus civiliser. Oui. Qu'est-ce que vous avez civilisé? Par exemple, vous avez massacré des populations entières, vous avez décimé une culture, vous avez substitué une culture par une autre en disant au peuple que vous avez colonisé, comme les Algériens, que leurs ancêtres sont les Gaulois, donc au lieu d'être les Arabes ou les musulmans ou les Berbères. Donc nous sommes arrivés à une imposture la plus incroyable. Quand on revient au procès de Nuremberg en 1946, oui, il définit les crimes contre l'humanité, il définit les crimes de masse et il définit les génocides. Donc tout ce qui s'est produit durant la Deuxième Guerre mondiale ont été qualifiés, mais il y a le crime des crimes. Le colonialisme, c'est la matrice de tous les crimes. Parce que le colonialisme, si vous massacrez une population pendant un certain temps, dans un espace bien déterminé, une géographie, vous décimez la population, elle disparaît. On n'en parle plus. Mais lorsque vous soumettez un peuple ou toute une population à un avilissement permanent, à des brimations, à l'esclavagisme, à une répression féroce, vous êtes au top de tous les crimes. Et c'est cela aujourd'hui que la France refuse de voir. Parce que ce colonialisme, cette barbarie exercée sur des populations civiles, désarmée, renvoie l'image d'une France barbare. Parce que la France essaye par tous les moyens de démontrer que c'est la France des pays de lumière, de la civilisation, des droits de l'homme. Mais en réalité, cette traité qu'on rend vue, elle leur fait tout pour la
mettre sous le tapis et pour qu'on ne la voie pas. Et ce passé-là qui la poursuit encore et qui la hante, mais une droite extrême, une tendance tout à fait raciste et tout, essaye de batailler pour que cette réalité ne soit pas de mise et que la France ne devienne pas comptable devant les peuples qu'elle a occupés. La France, elle a laissé quoi? Elle a laissé le désastre partout où elle est passée. Il y a certes des différences entre des colonisateurs. Si on prend par exemple le colonialisme anglais, c'était plutôt un colonialisme administratif. Il était barbare aussi, mais pas au point que celui exercé par les Français. Certes, d'autres pays comme l'Allemagne, ce qu'ils ont fait en Namibie était inimaginable et abominable. 1 million de population décimée sur ordre du roi Ferdinand. Kamel Mensari, souvent quand on parle des méfaits du colonialisme français, on le compare au colonialisme, au cas britannique sur le continent. On va y revenir. Mahfoud Kaoubi, avant de revenir sur le volet économique, peut-être un mot sur ce que représentent pour vous de telles déclarations émanant de responsables français, un discours d'extrême droite, disons-le, quand il s'agit de l'Afrique. Oui, un discours d'extrême droite qui est en train de naître et qui correspond à la naissance d'une philosophie qu'on pensait en perte de vitesse dans le 19e et disons dans le 20e siècle. Cette philosophie trouve ses fondamentaux dans une logique de domination. Donc, qui considère que l'homme est en perpétuel rapport de conflit et que ce rapport de conflit s'exerce par la domination. Si on revient à Hobbes, si on revient à Jean-Jacques Rousseau, si on revient d'ailleurs à Marx, dans son livre Le Capital, il y a un décrit extraordinaire, une analyse qui décrit cette logique capitaliste sauvage, qui ne reconnaît que le rapport de force. Et c'est ce contexte-là qui a poussé l'Europe de la Renaissance, entre guillemets, à aller en quête de facteurs de production, en quête de matières premières, de ressources humaines et d'espaces de commercialisation. Et l'Europe est allée coloniser aussi bien l'Amérique que l'Asie, que l'Afrique. Une Afrique terre de richesse par excellence. Et tout cela a été enrobé, justifié par cette mission civilisationniste. La naissance au XXe siècle d'une nouvelle philosophie qui était triomphante, une philosophie basée sur les droits de l'homme, la répartition, l'égalité. Sur des valeurs universelles. Justement, a mis en difficulté cette logique. Le repli stratégique fait par cette philosophie fondamentalement de domination, dans la mesure où elle avait pignon sur rue, où elle dominait le monde économiquement, faisant le commerce des valeurs, tant que ces valeurs humanistes faisaient leurs affaires. L'égalité, fraternité, étaient mises en évidence tant que cela servait les intérêts des dominateurs. La crise économique et la faillite d'un monde unilatéral, vertical, qui se manifeste par un rôle de plus en plus important aux pays émergents, dont une grande partie était jadis dominée, colonisée, a ravivé ses fondamentaux et a fait naître cette nouvelle philosophie, a ressuscité, je dirais, cette nouvelle philosophie qui prend de plus en plus de l'ampleur. Le monde a changé. Absolument. Et malheureusement, certains reviennent à des anciens comportements, pensant que la domination et la diabolisation de l'autre sont les seuls moyens pour vendre. Alors, vous l'avez dit, monsieur Mahfoud Kaoubi, nous vivons un nouveau contexte géopolitique. Nous allons peut-être redonner la parole à monsieur
Prosper Gauthier-Zagré, qui est avec nous de Ouagadougou, le Burkina Faso, qui a longtemps souffert du colonialisme et du néocolonialisme. La France, qui normalement doit reconnaître ses torts ou ses crimes, préfère s'attaquer aux Africains. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Monsieur Zagré? Voilà, merci bien. Avant tout propos, je voudrais d'abord déjà corriger un aspect. Je ne suis pas universitaire. Voilà, je suis un consultant, voilà, spécialisé dans les questions géopolitiques et géostratégiques. Alors, ceci étant, c'est comme ce que vous l'avez dit, le Burkina Faso, comme bien d'autres pays africains, ont beaucoup souffert des effets néfastes de la colonisation. Et ça se ressent sur plusieurs aspects, que ce soit sur le plan sociétal, où toute la société a été complètement déstructurée. Donc, nous sommes maintenant en face d'une société qui est en quête d'identité parce que pendant plusieurs années, des centaines d'années, on a travaillé, comme on l'a dit, formater les esprits en les faisant croire qu'ils étaient des sous-hommes qui n'avaient aucune, j'allais dire, aucune base sociale, quoi. Donc, c'était des gens qu'il fallait venir civiliser, les apporter la civilisation, les montrer un peu comment s'insérer en fait, dans cette société internationale. Oui. Et cela a eu comme conséquence, comme on l'a dit, nous sommes pratiquement sans identité. Et c'est un crime assez culturel, très grave. Et en plus de ça, il y a également sur les autres aspects, notamment sur le plan politique, sur le plan économique, où nous sommes en fait des espaces dans lequel les Européens, notamment la France, viennent puiser essentiellement ces matières premières pour aller enrichir vraiment son économie. Donc, les conséquences sont assez graves. Oui. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, avec l'éveil des consciences, notamment de la jeunesse, à partir, j'allais dire, des années 2000, voilà, un processus qui s'est accéléré dans les années 2015, et aussi avec cette reconfiguration géopolitique mondiale, ça fait que la France est complètement en perte de vitesse. Donc, elle ne fait que s'accrocher à un passé qui ne tient plus aujourd'hui. C'est ce qui justifie un peu la virulence dans les propos, le dénigrement. Donc, c'est un peu cela. Mais n'empêche, comme on l'a dit, la dynamique est lancée et l'Afrique est en marche et l'Afrique va s'affranchir, qu'on le veuille ou pas. On va y revenir. On va y revenir, Monsieur Zagré. Kamal Mensari, justement, en parlant de ce discours émanant des responsables français, que révèle, selon vous, ce discours vis-à-vis de l'Afrique au sein de la France, au sein de la politique C'est un discours arrogant et c'est un discours raciste non plus, parce que lorsque on prétend que la France a fait du bien aux Africains, c'est-à-dire si c'était le cas, ces pays-là auraient été vraiment des pays modernes et développés. Aujourd'hui, ils ne se plaigniraient pas. Mais regarde, là on cite l'exemple du Burkina Faso, un pays totalement démembré qui aujourd'hui est devenu le pays numéro 1 au monde en termes de terrorisme. Il y a le plus de terrorisme selon les indicateurs de l'ONU. On voit des pays comme l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui des pays qui n'arrivent même pas à trouver une identité réelle telle qu'elle a été dite par votre consultant à partir de Ouagadougou. Oui. Et en plus, les séquelles laissées sur le plan économique, notamment l'application du franc CFA. Oui. On voit que les richesses des pays qui ont adopté le franc CFA sont sous contrôle de la France. Oui. Elle est où cette civilisation? Lorsque 90% des ressources au nord de ces pays-là, membres du CFA, oui. Et c'est une insulte parce que c'est quoi? C'est communauté du franc africain. Donc c'est presque une insulte pour ces pays-là de leur dire que votre monnaie ne vaut rien et que tous les échanges commerciaux que vous faites avec la France ou de l'extérieur, notamment la vente du pétrole,
qui se fait en dollars, elle est convertie en euros, placée dans des banques françaises et puis reconvertie en francs CFA. Et vous imaginez toute la valeur qui est perdue par ces pays-là. C'est pour cela qu'on voit que la plupart de l'immigration vient de ces pays-là, notamment du Sahel, parce que ce sont des pays qui ont été appauvris. La France a créé la condition migratoire. C'est ce qu'elle ne veut pas accepter. Elle pense, et aujourd'hui on entend un discours comme quoi la question migratoire est réductible, se résume au cas de l'immigration irrégulière ou clandestine, alors que c'est faux. L'immigration a été apportée par les Français. On voit bien ce qu'a expliqué Benjamin Stora dans son livre qui dicte, qui évoque comment l'immigration a commencé en France à partir de 1912. Ce sont des Algériens, par exemple, qui ont été pris dans des villages. Les Français allaient dans les villages et recrutaient de force et non pas de gré. Certes, d'autres sont partis parce qu'ils étaient dans une situation et conditions déplorables, de misère. Ils étaient obligés, parce que lorsqu'on vous appauvrit, vous êtes obligé de prendre tout ce que vous avez devant la main pour survivre. Oui. Et pour survivre, des centaines de milliers d'Algériens ont été presque déportés, on dirait déportés vers la France pour reconstruire cette France une première fois durant la Première Guerre mondiale et une deuxième fois après la Deuxième Guerre mondiale. Donc tous les Algériens se sont partis de force. Aujourd'hui, le débat sur l'immigration cache une réalité, celle de cette immigration qui a été imposée. C'est-à-dire les populations ont été extraites de leur environnement parce qu'ils étaient dans la misère la plus absolue et on les renvoie. Donc c'est la France, elle refuse de faire ça parce que c'est une partie de son histoire et c'est une partie sombre. La France ne peut en aucun cas dire que les Maliens ou les Burkinabés ou les Béninois ou les Ivoiriens ont été heureux pendant le colonialisme. Si on voit ce qui s'est produit comme massacre au Burkina Faso, les révoltes qu'il y a eu contre la France, également au Mali durant toute l'histoire, également au Côte d'Ivoire jusqu'à un passé récent. Toutes ces révoltes-là contre quoi? Contre une injustice. C'est parce qu'on s'est rendu compte, avec la complicité des dirigeants, que la France n'a apporté aux Africains, du nord jusqu'au sud, là où elle se trouvait, dans tous les pays qu'elle appelle aujourd'hui la francophonie d'Afrique ou la France-Afrique, elle n'a apporté que de la misère. Alors donc, quand on entend Kamal Mansari, ce discours émanant de la France officielle, c'est les vieux démons qui ressurgissent. La France officielle, je vous ai dit, elle est face à une réalité historique qu'elle n'arrive pas à occulter, qu'elle n'arrive pas à ignorer. Donc son négationnisme ne sert à rien, parce que de l'autre côté, comme l'a bien décrit Aimé Césaire dans son récit sur l'acte colonial, c'est qu'on fait de vous un misérable, on vous donne tout un petit peu, une portion de ce qu'on appelle de la civilisation, et on vous dit que c'est du bienfait. C'est normal parce que vous avez rendu ce peuple, cette population, un niveau de misère incroyable. Et là, si on retourne un petit peu la rhétorique, on dit voilà, on est venu, on a construit des routes, on a construit des chemins de fer, des usines, mais c'était sur le dos, le bien-être colonial a été construit sur le dos des populations, et jamais ces populations n'ont profité de ce bien-être ou de ce développement parce qu'il était destiné exclusivement aux multinationales, et ils étaient destinés aux multinationales françaises, aux compagnies françaises et à la richesse de la France. Sauf que ces politiques français... Les colons qui étaient ici étaient surtout des capitalistes. Et un capitaliste n'a aucune pitié pour l'Algérien, il l'a juste rendu, comme on le sait, un petit Hamas, ni plus ni moins. Sauf que les responsables français veulent porter la responsabilité aux Africains uniquement. Monsieur Khalif, toujours en parlant de l'œuvre négative du colonialisme, il est bon de dire que le Sahel, qui était avant le colonialisme français une plaque tournante du commerce régional africain, après l'indépendance de ces pays du Sahel, il s'est transformé, il a sombré dans la pauvreté, dans l'instabilité également, puisqu'il y a eu, on le sait, le terrorisme malgré la présence militaire française dans ces pays. Le terrorisme, maintenir le seuil de pauvreté en Afrique, c'est fait sciemment par ces esprits colonisateurs pour qu'il n'y ait pas d'émergence d'élites
ou d'éveil de conscience, comme il s'est passé aujourd'hui. Il se passe aujourd'hui dans plusieurs pays du Sahel, où on voit une élite qui a été formée en majorité en Europe, et qui se révolte, qui se réveille, qui réclame ses droits du sous-sol et du hors-sol, et donc qui, en plus de ça, convoité par d'autres lobbies économiques, appartenant à des lobbies politiques, venant d'autres continents pour remplacer la France sur ces pays. Parce qu'aujourd'hui, le schéma actuel et la profondeur de la synthèse de ce qui se passe en Afrique, au Moyen-Orient ou dans le monde, c'est ce changement de gouvernance où on passe du politique au financier. Oui. On voit l'émergence de plusieurs présidents qui sont issus des domaines des affaires, des finances, et qui remplacent ces hommes politiques issus des milieux politiques ou des lobbies politiques, et de formation de coalition, et de répartir et obliger, je dirais plusieurs autres pays à adopter cette gouvernance financière. Aujourd'hui, le monde se gère par les crises. C'est des crises politiques en apparence, mais ce qui provoque ces crises politiques, c'est les crises économiques. Aujourd'hui, beaucoup de pays dans l'Europe qui se divisent vivent une crise sociale terrible. Aujourd'hui, les coûts de l'énergie ont un grand impact sur ces économies et de facto sur l'aspect social. Aujourd'hui, je vous prends comme exemple la Chine qui s'approvisionnait à hauteur de 160 millions de barils en pétrole d'Amérique, s'approvisionne à 60 millions. Et elle prend 2 millions de barils de la Russie en payant avec le yuan. Donc le dollar, il est menacé. Il y a une nouvelle donne géopolitique qui a fait que on va dire, ce processus de néocolonialisme ne fonctionne plus. Oui. Aujourd'hui, on va partir sur le néo-financier. Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là, M. Khalif? Parce qu'on a épuisé tous les outils du néocolonialisme et il y a un éveil, une conscience de l'opinion internationale et l'émergence d'une nouvelle génération dans le monde qui aspire à un autre monde ouvert, de paix, de vraie liberté et d'équité et qui n'arrange pas ces ancêtres de la politique coloniale. Il y a une nouvelle élite africaine, politique africaine, qui a permis cette rupture. Prosper Zagré. Oui, tout à fait. Parce que quand on observe déjà les opinions de la jeunesse africaine, a contraint même certains chefs d'État à s'aligner au risque de perdre leur pouvoir. Donc, ce qui s'est passé au Mali, ou qui se passe au Burkina et au Niger est le fruit quand même de la jeunesse révoltée. Et voilà, et ce contexte s'analyse beaucoup aisément du côté du Togo, où on a vu que le président Faure était dans l'obligation de s'aligner derrière l'opinion de sa jeunesse pour véritablement exiger ce qu'on appelle l'indépendance réelle. Qui parle d'indépendance réelle, parle un peu des outils de la souveraineté. Oui. La première condition est le départ des forces étrangères. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est véritablement arriver à se soustraire. C'est ce qu'on appelle l'aide qui nous empêche de nous développer, notamment avec ces outils du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, en réalité, qui ne sont rien d'autre que des outils pour nous maintenir dans la pauvreté et dans la dépendance. Je crois que quand on prend l'exemple du Burkina Faso avec l'avènement du président, du capitaine Ibrahim Traoré, vous avez vu ce qu'il a réussi à faire en une année. Il a remboursé la dette intérieure d'auteur de plus de 4,8 milliards. Les usines qui ont été créées, la population qui s'est mobilisée pour apporter son soutien. Donc, cette opinion de la jeunesse africaine-là est à même d'impulser une nouvelle dynamique, une nouvelle vision de politique. Et ça bouleverse un peu la stratégie géopolitique et géostratégique française, notamment en Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui est complètement en perte de vitesse. Vous avez vu, après le Mali, le Burkina Faso, le Niger, l'armée française s'était repliée un peu au Tchad. Aujourd'hui, elle a appelé à quitter le Tchad. Il y a le Sénégal qui suit. Nous entendons qu'au niveau du Bénin aussi, c'est la même chose. Son allié inconditionnel au niveau de la Côte d'Ivoire, les opinions sont en train de pousser à ce que l'armée française parte. Donc,
cet éveil de conscience-là, elle est indélébile, elle est indéniable. Je pense que c'est l'outil formidable que dispose l'Afrique d'aujourd'hui pour pouvoir s'insérer véritablement dans les conseils des nations et effectivement amorcer un vrai développement social. Parce que quand on parle de développement social, il faudrait que la pauvre dame qui a plus de 80 ans, oubliée par la mort, affaiblie par l'âge, qu'elle puisse ressentir un peu l'impact de ce qu'on appelle croissance économique dans son vécu quotidien. Et c'est ce que la jeunesse africaine veut. La jeunesse africaine est fatiguée des statistiques, est fatiguée des chiffres. On attend un impact réel. Et je pense qu'avec ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire là, ça répond véritablement un peu à la vision de cette jeunesse africaine-là. Alors, Prosper Gauthier-Zagré, vous avez cité le cas de Burkina Faso. Mahfoud Kaoubi, il y va donc de la souveraineté de l'Afrique, de la vraie souveraineté de l'Afrique, justement en activant ces leviers économiques, les capacités donc, dont dispose le continent. Oui, la reconquête de la souveraineté passe nécessairement par un affranchissement, vous le disiez tout à l'heure, sur le plan économique. C'est très important. Il ne suffit pas de disposer d'un drapeau et d'un hymne national et de frontières pour dire qu'un pays est indépendant. Oui. Le paradigme de la colonisation qui a suivi post-Deuxième Guerre mondiale a totalement changé, a muté par rapport aux instruments utilisés. Donc, maintenir la domination, mais en utilisant d'autres instruments, en empêchant les pays qui ont accédé à l'indépendance de s'émanciper réellement, et donc de rester dans cette logique de développement au service de la métropole. Le franc CFA, tout à l'heure avancé par notre ami, donc, est un des instruments qui ont été utilisés pour asseoir, pour maintenir la domination, mais pas que. Donc, maintenir le centre de décision en métropole par rapport à la nomination des dirigeants, par rapport à l'architecture institutionnelle, par rapport à l'instabilité institutionnelle. Tout cela, ce sont des instruments utilisés par la France, et principalement, mais les autres pays colonisateurs, pour maintenir cette domination. Oui. Maintenant, après, en moyenne, plus de 50 ans après l'indépendance, les processus d'accumulation sont là. L'histoire est en marche. Et cette nouvelle génération d'Africains qui aspirent au développement, qui aspirent à l'émancipation, c'est très important. Et c'est surtout par rapport aussi à un contexte international, où il y a d'autres acteurs. Oui. L'Afrique n'est pas la chasse gardée de la France. Et on prend toutes les statistiques de 60 jusqu'à 70, disons jusqu'à 80, 85, on voit que l'Afrique est toujours cette chasse gardée qui est au service de la métropole et qui permet à la France de réaliser des niveaux de croissance. Alors, très important. Mahfoud Kaoubi, en parlant du franc CFA, oui. Vous êtes spécialiste. Comment s'affranchir justement de cette monnaie coloniale, on peut le dire, dont les conséquences ont été désastreuses pour oui. Les pays Oui, désastreuses. La souveraineté passe par la monnaie. La monnaie est un des signes et des instruments de souveraineté très importants. On ne peut pas mettre en place une politique monétaire, c'est très important, une politique monétaire, parce que ça permet souveraine si la quotité, si la parité d'une monnaie nationale est liée et décidée ailleurs et dépend de toutes les fluctuations que subit une monnaie qui ne devrait avoir aucune relation avec la monnaie nationale. Et c'est dans ce sens que les pays africains se sont retrouvés empêchés d'avoir cet instrument ou de pouvoir asseoir une réelle politique monétaire. Vous voyez, c'est bon de rappeler un peu le système les tentatives, monétaire. Les politiques. Notre ami aussi de Ouagadougou
parlait de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Donc, la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest a prévu depuis déjà, je dirais, 1975, d'asseoir une monnaie commune, totalement indépendante du franc CFA. Mais l'ingérence, les outils d'influence, aussi bien politiques que sécuritaires, qu'utilise la France pour empêcher cette partie riche de l'Afrique de s'émanciper, donc de disposer de toutes ces richesses, parce que la monnaie n'est qu'une manifestation de la richesse, parce que les richesses sont des bras, sont des cerveaux, oui. sont de la matière première aussi, oui. et tout cela est mis au service de la métropole en utilisant donc cet instrument monétaire. Vous voyez, donc il y a un élan, il y a un changement dans le monde. Les pays qui interviennent en Afrique aujourd'hui, quand on voit l'aide au développement que consacre la Chine, par exemple, annuellement à l'Afrique, c'est en moyenne 40 milliards de dollars par an. Alors que la France est aujourd'hui en but de problèmes de dette intérieure énormes. Oui. Alors que la France aujourd'hui a de grands problèmes de croissance, à peine 0,2% de croissance. Alors que la France aujourd'hui a perdu sa bataille de la compétitivité dans tous les domaines de l'activité et se fait doubler par la Chine, par l'Inde, par le Brésil et par des pays qui étaient anciennement colonisés. Oui. Vous voyez les enjeux où ils sont importants. Et cette Afrique, qui demain sera la plus grande partie du monde qui connaîtra la croissance, est actuellement la cible de tous les grands pays du monde. Alors tout ce que vient d'expliquer Mahfoud Kaoubi explique l'amertume qu'on ressent en France actuellement. Kamal Mansari, surtout lorsqu'il s'agit donc de ce système monétaire qui est le franc CFA, qui permet un petit peu de spolier les richesses des Africains. Pas simplement à travers ce mécanisme qui a été mis en place dans les années 40 et puis renouvelé plusieurs fois sur des termes de négociation, la dernière fois en 1995. On voit lorsque c'est difficile, certes, de se défaire de ce système aujourd'hui. D'ailleurs, l'ancien président togolais a essayé, il a été assassiné. Donc par qui? Par les soldats qui ont combattu en Algérie. Ceux qui ont massacré des Algériens sont partis massacrer le président en poste qui était démocratiquement élu. Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle on a des alternatives qui s'offrent aux Africains, notamment dans le sud, au sein du sud global. Les partenaires, les Africains ont pris conscience qu'il y a une alternative. Autre partenaire que la France, que tout le discours qui a été retenu jusqu'à aujourd'hui de Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron, parce que c'est un discours qui n'apporte plus rien. En 2017, lorsque Macron est parti en Burkina Faso, il a essuyé vraiment un réquisitoire contre la France, celui de démontrer que la France n'a rien apporté à part la misère. Maintenant, c'est pour ça qu'on se retourne vers d'autres partenaires. La Chine, qui est devenue, avec son sommet à Chine-Afrique, on a les Turcs, il y a les Russes, il y a d'autres partenaires, l'Inde, il y a le Japon. Et ces pays-là, aux yeux des Africains, sont plus fiables et plus crédibles parce qu'ils n'ont jamais colonisé. Ils n'ont pas un passé. La Chine, par exemple, n'a pas un passé de colonisatrice. Les aides africaines, quand on voit ce qu'a apporté, par exemple, si on cite la Chine par rapport à la France, en termes de développement intermédiaire, la construction des routes, construction des infrastructures, des aéroports, l'exemple est l'Algérie, mais des pays comme l'Éthiopie, qui était un pays vraiment qui comptait parmi les pays les plus pauvres, est devenu aujourd'hui avec une croissance à 2 chiffres. Donc c'est devenu presque un parangon de l'économie africaine. On a d'autres exemples à citer. Donc aujourd'hui, les Africains ont pris conscience envers qui ils font confiance. On a des partenaires qui ne sont pas ici pour nous voler, du gagnant-gagnant, de win-win. Donc c'est ce discours-là qui est en train d'être développé. Et au sein des pays du Sud global, il y a aujourd'hui une tendance de polarisation. Maintenant,
il y a des groupes, des alliances qui se forment, des solutions qui s'apportent. On parlait de dollars tout à l'heure, la dédollarisation fait partie de cette stratégie. C'est d'aboutir à ce que se libérer du dollar, non seulement de l'euro français, mais aussi du dollar. Parce que l'hégémonie, aujourd'hui, les membres de l'OTAN ou les membres du Conseil de sécurité dominateurs hégémoniques se serrent les coudes, ils s'entraident au sein de l'OTAN et menacent tout pays qui essaye par des moyens pacifiques à accéder à sa souveraineté réelle. On a vu ce qui s'est passé. C'est passé en Côte d'Ivoire, oui. Lorsque Gbagbo a essayé de s'y libérer de la France. Qu'est-ce qu'a fait la France? Elle a fait un coup d'État, elle a placé Alassane Ouattara. Oui. Donc c'est le même cas. Si elle ne le fait pas directement de cette façon, elle envoie des mercenaires comme elle le faisait avec Bob Denard. Donc aujourd'hui, les Africains commencent à... Il y a un mouvement panafricaniste qui est né et qui démontre que la solution ou le développement ne passe pas par la métropole, ne passe pas par l'Hexagone ou par Paris. Il passe aussi par d'autres capitales comme Pékin ou bien d'autres pays qui sont aujourd'hui peuvent être fiables, crédibles et qui apportent, comme je viens de le dire, une coopération, un partenariat gagnant-gagnant. Redouane Khelif, est-ce que vous y croyez? Ces grands concurrents dont parle Kamal Mensari constituent-elles une alternative pour le continent africain? Oui, bien sûr. Il faut composer. En politique, en géopolitique, il faut toujours composer. Mais avec un esprit win-win, gagnant-gagnant. Oui. Aujourd'hui, la stratégie des chambres occultes, des grandes chambres occultes politiques dans le monde, veulent freiner l'émergence des pays africains considérés comme pays du tiers-monde auparavant et qui émergent en faisant prospérer leurs ressources au sous-sol et leurs ressources hors sol, qui sont cette jeunesse, cette élite, avec un niveau d'instruction qui rivalise avec le monde et qui maîtrise aujourd'hui l'économie du savoir, les hautes technicités. Et donc, être productif aujourd'hui, c'est s'automunir en alimentaire. Oui. C'est s'automunir dans la santé, c'est se lancer, créer une dynamique industrielle, agricole. Et donc ces 4 leviers, on va parler de souveraineté économique. Et souveraineté économique rime avec souveraineté nationale. Souveraineté nationale, consolidation des décisions politiques sur les scènes internationales. Donc ces pays africains, dans un avenir proche, vont bouleverser, déstabiliser l'équation géopolitique qui va déranger plusieurs intérêts primo-économiques et de facto social des grandes puissances et vont les gêner politiquement dans leurs décisions d'envahissement d'une autre dimension sur le Moyen-Orient, aujourd'hui l'affrontement avec l'Asie, et donc l'émergence de plusieurs pôles de puissance qui déséquilibrent cette équation géopolitique. Ils veulent aujourd'hui mettre en avant une stratégie machiavélique pour déstabiliser plusieurs pays émergents et partir jusqu'à utiliser une influence un peu agressive, comme on voit aujourd'hui de la part du régime français vis-à-vis de l'Algérie, parce qu'elle n'arrive plus à contrôler ni le régime, ni les opérateurs économiques, ni nos diasporas à l'étranger, ni orienter ou désorienter la population algérienne. Et donc, aujourd'hui, ils essayent plusieurs leviers, plusieurs méthodes, mais comme les temps changent, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout est en changement continu. Prosper Gauthier-Zagré, justement, toujours à ce propos, avoir l'opportunité ou la possibilité donc de choisir d'autres partenaires que la France représente une opportunité de choix. Oui, tout à fait. Ça représente une énorme opportunité de choix dans la mesure où, voilà, avec le partenaire unique, on était quand même enfermé dans un carcan. Donc, avec toute impossibilité de pouvoir développer des vraies politiques de développement. Maintenant, avec cette nouvelle donne géopolitique, surtout favoriser un peu, j'allais dire,
par la crise Russie-Ukraine. Donc, ça a amené, en fait, les pays africains à comprendre qu'en réalité, ils n'étaient rien aux yeux de la France. Un simple outil, un simple espace où elle vient seulement prélever ce dont elle a besoin. Ce qu'on appelle communément le précaré français. Voilà, le précaré français. Oui. On l'a vu avec cette crise sécurité dont traversent nos pays. Mais la France n'a absolument rien fait de concret par rapport à ce qu'elle a fait pour l'Ukraine. Ces 2 poids 2 mesures a complètement ouvert les yeux des gens. Donc, ça nous a amené véritablement à dire il faut aller voir ailleurs. Parce que ça fait combien d'années la France est là avec toute cette technologie, mais qui n'arrive pas à apporter une réponse assez sérieuse à cette question sécuritaire. Est-ce qu'elle a la volonté véritablement de stabiliser cette région ou elle a cette détermination de maintenir cette région dans l'instabilité, parce que ce qui lui permet de venir toujours en ange gardien. Donc, à un moment donné, la décision a été prise de voir ailleurs. Je pense qu'avec cette diversification des partenaires, on a vu quand même que sur ce plan sécuritaire-là, il y a quand même un peu d'avancée. Voilà, ça c'est des faits concrets. Et ça permet également de commencer à amorcer un certain développement, même si c'est timide, mais nous espérons que dans les années à venir, ça va aller. C'est comme ce qu'on l'a dit. Il ne faudrait pas qu'en partant vers de nouveaux partenaires, nous nous inscrivons dans cette même dynamique qu'on avait avec la France. Oui. Non, c'est du gagnant-gagnant. Qu'est-ce que je te donne et qu'est-ce que je gagne en retour? Voilà, le monde aujourd'hui est un monde multipolaire. Et je pense qu'il appartient aux Africains de pouvoir saisir cette opportunité, diversifier leurs relations afin de pouvoir véritablement poser les bases d'un véritable développement. Alors, dans un contexte de monde multipolaire, la coopération intra-africaine s'avère importante, Mahfoud Kaoubi. Indispensable, je dirais. Oui. Indispensable. Si on considère le niveau actuel de la coopération intra-africaine, je dirais qu'il y a beaucoup de travail qui nous attend. Donc, les échanges intra-africains sont à peine de 14%. Mais ceci veut dire que 86% des échanges de l'Afrique se font avec d'autres continents. Alors que les matières premières sont abondantes, que la main-d'œuvre est super abondante en Afrique et que les espaces commerciaux sont très importants. Vous voyez le potentiel. Oui. Et justement, par rapport à ce qui était avancé par Prosper maintenant, il ne faut pas qu'on soit dupe aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'opportunités qu'on se dit que les choses sont gagnées. Certes, plus d'opportunités de partenariat nous offrent plus de variables, plus de choix en termes de stratégie de développement. Ça, c'est important. Mais le verbe développer est par excellence, à mon sens, un verbe d'action, pas un verbe d'État. Oui. Donc, ça suppose que le chemin du développement de l'Afrique passe par beaucoup de travail, oui, par beaucoup d'excellence, par beaucoup d'instabilité. Et justement, le colonialisme a joué un rôle très important en réduisant les conditions du développement par de l'instabilité, par la déstructuration du monde du travail et de la société. Je pense qu'après 50 ans de l'indépendance, on doit aspirer à un monde meilleur, mais qui passe nécessairement par de l'émancipation. Alors le message est passé, c'est l'un des défis pour les principaux défis pour le continent. En une minute, Kamel Mensari, j'aimerais revenir sur le cas de l'Algérie pour assurer justement cette stabilité. Ces politiques français, dans leur discours, pour argumenter, évoquent souvent ce qu'ils qualifient de rente mémorielle. Ils nous reprochent presque de célébrer notre mémoire, notre histoire. Comment répondre à ce genre de... C'est facile parce que là, en réalité, là, ce qu'ils appellent, ils attribuent cette rente mémoriale à nos dirigeants. Alors que la question coloniale, elle est proprement populaire. Elle est endossée par les Algériens.
tous les Algériens. Pourquoi? À l'exception de ceux qui ont choisi de combattre pour la France, comme les Harkis par exemple. Mais dans toutes les familles algériennes, il y a une victime. Donc ce n'est ni l'État algérien, ni le gouvernement, encore moins le président, peut prendre n'importe quelle décision s'agissant du passé colonial sans se référer au peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on refuse cette histoire on acceptera la reconnaissance, mais les excuses impossibles, comme je vous ai dit tout à l'heure, lors du procès de Nuremberg en 1946, on a défini tous les crimes. Par contre, le colonialisme n'a pas été défini. C'est pour ça que l'on ne peut pas aujourd'hui, aucun Algérien digne de ce nom n'accepterait les excuses de la France. Donc ce n'est pas une rente mémorielle qui appartient à des dirigeants, mais à tous les Algériens. Donc c'est pour ça qu'il est impossible aujourd'hui de parler d'histoire sans nos dirigeants, sans dissocier le peuple. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission, Ardouane Khelif, en 1 minute, justement sur la réponse adéquate à ce genre de discours. La révolution algérienne, c'est un ancrage transgénérationnel. Et pour nos prédécesseurs, et pour nous, et pour les générations futures, et pour notre communauté qui est installée à l'étranger. C'est notre identité, c'est notre force, c'est notre fierté. Et on continuera à défendre cette révolution et à réclamer... une reconnaissance. Oui, c'est un dû pour le peuple du passé, du présent et du futur. Eh bien, merci Ardouane Khelif pour cette contribution. Mahfoud Kaoubi, merci. Et Kamal Mensari, je vous remercie. On remercie également Prosper Gauthier-Zagré qui était avec nous depuis Ouagadougou. Merci pour votre contribution dans cette émission. C'est la fin de ce numéro d'Enjeu, votre nouvelle émission sur Canal Algérie. Restez donc à la suite des programmes de Canal Algérie. Merci beaucoup. Très bonne soirée.